Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de PL Club. Nous allons aborder les affiches du week-end prochain en Angleterre. Le week-end dernier était consacré à la FA Cup. Le week-end prochain concernera la 25e journée de Première Ligue. À mes côtés pour cette émission, Fred. Salut Fred. Salut. Salut Julien. Salut Phil. Et salut Christian qui est avec nous aussi à distance. Tout va bien Chris? Tout va bien Philippe, merci. Allez, avant de parler des matchs de ce week-end, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé hier à Goodison Park, le derby de la Mersey. Everton-Liverpool. Julien, c'est un match qui devait avoir lieu le 7 décembre. Il a été reporté pour cause de tempête. Absolument. Vous nous rappelez un petit peu le contexte? Mais surtout, c'est Liverpool qui avait demandé à l'époque, par rapport à la tempête Tarak en Angleterre, que ce match soit un petit peu postposé. Il s'inquiétait pour les supporters qui devaient se déplacer. Bon, pourtant, le déplacement n'était pas très loin. Et donc, à cette époque-là, Everton est entraîné par Sean Dyche. Ça va pas très, très bien. Désormais, c'est évidemment David Moyes qui va super bien. 3 victoires consécutives. Là où Liverpool reste évidemment sur l'élimination en Cup du côté de Plymouth. Exactement. Si vous n'avez pas vu cette rencontre, regardez, c'était un match extraordinaire. Attention ici, Beto sur ce coup franc. C'est Everton qui frappe le premier. McAllister qui est venu couper la contre-attaque et qui donne peut-être une possibilité offensive aux Reds avec ce ballon sur la droite. Il est arrivé chez Mo Salah. Mo Salah qui se retrouve face à Mykolenko. Le centre de Mo Salah, la tête de McAllister, c'est un but partout. Brantwaite. Attention, il remet tout de suite ce ballon sur un joueur de Liverpool, sur Gakpo en l'occurrence, Szoboszlai. Le deuxième ballon, l'occasion, et un ballon finalement maîtrisé par Pickford. Mais quelle occasion pour terminer cette première mi-temps. Alors Gana Gueye, attention, il est passé. Le centre de Gueye, la reprise de la tête. Quelle possibilité pour Everton. Je ne vais pas dire que c'est une balle de match parce que c'est beaucoup trop tôt, mais là, Doucouré. On arrive dans le money time, celui on fait la différence. Lui, il peut faire la différence. Luis Diaz avec ce centre. Attention, deuxième ballon avec ici la tentative. Ballon qui arrive chez qui? Évidemment, chez Mo Salah. Doucouré. Attention, il y a peut-être quand même un dernier centre à aller chercher. Mykolenko qui envoie dans la boîte. Attention ici, Roeg Bouna. Non, c'est Tarkowski qui va chercher l'égalisation à la dernière seconde du dernier derby de la Mersey. Incroyable fin de match, 2 buts partout à la 98e. La rencontre, vous le voyez, s'est terminée par une bagarre générale avec des exclus, 4 exclus à l'issue du match. Doucouré, Jones, Slot, un des assistants de Slot. C'était terriblement chaud, on va le voir. C'est Doucouré qui est allé provoquer un petit peu les supporters de Liverpool en fin de rencontre, ce qui a provoqué la bagarre. Bon, soit, c'était pas très joli à voir la fin de match. Mais Fred, quel match! Sublime. Ce stade et ce public méritaient qu'un dernier derby se termine comme ça. C'est un match historique, quoi. Et ce stade est tellement mythique aussi, hein, et ce public est tellement chaud. Donc ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et dommage que Doucouré gâche complètement tout le truc. Là. Je crois qu'il a le... C'est pas l'homme du match, mais c'est le... Comment est-ce qu'on peut dire pour rester poli? Mais voilà, moi je pensais que Liverpool allait être battu, donc finalement ils s'en sortent bien. Et j'ai envie de dire, ils ont été tellement malmenés, mais quand on regarde les chiffres, Liverpool n'a pas pu s'exprimer dans ce match. Difficilement, il tire 6 fois, 4 fois cadré, 2 buts. Je pense que... Salah, un but, un assist de nouveau. On peut ressortir quand même du positif, même si ce but venu d'ailleurs, on ne l'attendait pas. C'est pas forcément un mauvais résultat dans la mesure où maintenant, il y a un petit point
d'avance en plus sur Arsenal et les Reds se retrouvent avec 7 points d'avance. C'était une rencontre extraordinaire. J'espère que vous l'avez vécu sur nos antennes. On va parler des matchs évidemment du week-end prochain. Avant cela, cette petite infographie pour nous rappeler un autre match qui avait quand même été assez étonnant aussi dans un autre registre. Le carton, il y a 15 jours, de Nottingham, 7-0 contre Brighton. Alors, on le constate, des matchs avec autant de buts marqués, sans buts encaissés, c'est rare, mais c'est pas rarissime. Ça arrive de temps en temps. Une fois par an, grosso modo. Mais ça va. Ça pourrait arriver plus souvent. Moi. Il y a des matchs, vous savez, vous venez avec les meilleures intentions du monde et vous encaissez tôt et il y a tout qui part en sucette, comme on dit. Et c'est parfois inexplicable. Maintenant, d'autres personnes pensent à d'autres raisons. Et non, c'est vrai qu'en première ligue, en tout cas, un tel écart sur 90 minutes, c'est très bizarre. Mais... Et surtout que c'est presque régulier, parce que Christian nous sort des chiffres. Une fois par an, grosso modo. Ouais, c'est régulier quand même, une fois par an. Si on veut. Je vous mets au défi, trouvez-moi en équipe amateur des équipes qui prennent des 7-0 une fois par an. Même en amateur. Mais tout ça pour dire, je suis d'accord avec Fred, dans le football business professionnel, on n'est plus à ça près. Il y a quand même des choses parfois étonnantes. Et là, voir une liste de résultats folkloriques où l'adversaire n'est même pas capable d'aller marquer. Je veux dire, vous pouvez prendre un 5-0, mais allez au moins essayer de marquer un but. Ça peut poser question. Et je crois que Fred est en contact avec des journalistes d'investigation qui grattent un peu tout ça parce que c'est malheureusement une face sombre du football qui, à un moment, viendra, à mon avis, à être sur le devant de la scène. Moi, je vous mets au défi de me dire le but de l'histoire de la Première Ligue, le match où il y a le plus de buts dans l'histoire de la Première Ligue. Attention, l'émission de fait. Non, oui, allez-y alors. Portsmouth Reading 2007, 7-4, 11 buts. Ah oui, d'accord, mais c'était pas un 7-0 ou un 8-0, etc. J'ai pas trouvé avec un 0. Désolé. Ok, Christian, dans des matchs pareils, forcément, marquer autant de buts, mais c'est plus facile quand on a un buteur à qui tout réussit, et c'est le cas pour Nottingham de Chris Wood, évidemment. Oui, il est moins au devant de la scène que les autres buteurs connus et qui sont très cher payés. Lui, en fait, c'est son travail et il fait son travail. Il a déjà marqué 17 fois cette saison et il a encore enchaîné par un hat-trick lors de cette fameuse victoire 7-0 le week-end passé. Il enchaîne avec des buts de la tête, avec des buts sur centre. Il est déjà à 6 buts de la tête cette saison. C'est le meilleur joueur dans ce domaine-là. Donc lui, il est là. Il n'y a pas trop de vagues, mais il est 3e au classement des buteurs. Il est efficace et il aide son club à rester dans le haut du classement. Donc, c'est très chouette de voir ça et pas toujours les mêmes Haaland et compagnie pour pouvoir alimenter les buts. J'ai un mais sur Chris Wood. C'est la saison dernière, fin de saison, Nottingham accueille City et il a 2 occasions. Un manquable pour un joueur de son talent et ça aurait pu relancer vraiment le suspense de la compétition. Je pense qu'on a 3 ou 4 journées de la fin et il y a le mano à mano pour le titre. Et finalement, City s'impose là-bas et je pense que ça restera... Mais ça, moi, je me souviens de votre commentaire, vous en avez souvent parlé, mais là, il a quand même 17 buts. Bien entendu, 17 buts, mais il y a des matchs où il doit aussi à un moment faire la différence. Et on peut passer à côté de 2 occasions. Ça arrive. C'est à se demander de quel bois il est fait. Joli. Excellent. Merci. Allez, on passe à notre première affiche du week-end. Elle va opposer Manchester City à Newcastle. The best league in the world. Now he's in a strange position. Haaland spots that. Oh, fantastic! City, Newcastle, samedi à 16h, ce sera le fil rouge de notre émission Goals of the Day, le 5e contre le 6e. Ces 2 équipes ont le même nombre de points. Elles sont à 2 points de Chelsea qui est 4e. C'est donc un match très très important pour le top 4. Et on rappelle que City, évidemment, a été battu mardi en Ligue des Champions, 3-2 par le Real. Oui, mais au match aller, c'était un but partout. Donc là, par contre, une période où City, on était au mois de le 28 septembre, donc début de saison, c'était encore relativement calme, on va dire. 3 partages en 4 rencontres à ce moment-là, donc déjà, on va dire un petit peu de surplace. Vous parlez du match du Real, c'est ça? La mauvaise forme, oui. J'ai l'impression que ce football est devenu prévisible, moi. C'est un peu un football périmé, quoi, non? Avec des joueurs carbonisés qui n'avancent plus.
Et, j'ai une autre théorie. Par contre, non, parce que Carboni, je pense pas que ça soit le football de Guardiola qui soit hors contexte maintenant. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, Kyle Walker, capitaine du club, qui part, qui file à l'anglaise du côté de Milan en janvier. De Bruyne, Ederson, Bernardo Silva, Foden, qui sont l'ombre d'eux-mêmes cette saison. Ils ont plus envie de jouer. Vous rajoutez à ça des Stones qui ont un temps de jeu famélique, Diaz qui a, ok, des blessures, Rodri, bon. Ça fait on a l'impression qu'ils sont au courant de quelque chose dans le club et que, à mon avis, les joueurs ils ont lâché. Et pourtant, c'est vrai que c'est une saison très compliquée. C'est vrai en Ligue des Champions, battu contre le Real, en FA Cup, qualification compliquée aussi contre Leyton, mais en Première Ligue, 13 points sur 18, malgré une déroute contre Arsenal. Seul Arsenal et City ont fait mieux. Arsenal 14 points sur 18 et Liverpool avec le match d'hier 15 points sur 21. Non, en championnat, il n'y a rien à dire, mais même quand on peut quand même constater que, vous avez vu contre le Real, des De Bruyne, des Bernardo Silva, on dirait des tracteurs, alors que c'était des Formule 1, quoi. Il y a quand même eu quelque chose, C'est dingue. Il a commencé contre le Real avec 5 défenseurs centraux. Est-ce que vous vous rendez compte? Toute sa défense plus Stones. Donc là, à mon avis, il a choisi l'expérience plutôt qu'autre chose. Voilà, je trouve que ça a très bien fonctionné. Et puis en fin de match, voilà, il y a tout qui se liquéfie, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune structure. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment la fin de quelque chose. Voilà, et qu'ils viennent d'acheter 3 jeunes joueurs, 18, 21, 24 ans. Voilà, je pense qu'il est en train de déjà préparer la saison prochaine. En tout cas, Christian, il y a une constante du côté de City, c'est la mauvaise gestion des débuts de match. Le nombre de fois que City encaisse dans le premier quart d'heure, voire dans les 5 premières minutes, c'est assez extraordinaire, ça. 9 fois déjà cette saison. La semaine passée, avant la présentation pour la présentation du match contre Arsenal, on avait évoqué déjà que les 8 buts, c'était déjà beaucoup et c'était quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué avec City, mais cette saison, c'est récurrent. Regardez, ce sont tous les matchs où ils encaissent les premiers ou dans le premier quart d'heure et notamment dans les 10 premières minutes. Et il y avait de nouveau ce week-end, le week-end passé, le match contre Arsenal, après 2 minutes, ils encaissent le but de Degaard. On va le voir d'ailleurs en image. C'est de nouveau, voilà, ils veulent pas. Voilà, Fred parlait souvent pour Stekeglou de mourir avec ses idées, mais là aussi, on essaye de continuer à avoir cette sortie de balle. Il y en avait eu 2 ou 3 dans les 5, 6, 7 premières minutes où ils avaient déjà été mis en danger. Et là, voilà, une fois de plus, un mauvais choix, et voilà, une mauvaise position, et une difficulté, et un niveau de danger incroyable. Et évidemment, contre Arsenal, mais ça ne pardonne pas, et donc ils sont de nouveau pris en flagrant délit dans ce premier quart d'heure. Mauvaise gestion des débuts de match, mais aussi mauvaise gestion des fins de match et parfois des toutes fins de match. On se souvient de ce qui s'est passé dans le derby de Manchester, on se souvient de ce qui s'est passé à Brentford, en Ligue des Champions contre Feyenoord, face au Paris Saint-Germain, et mardi encore contre le Real. C'est quand même un gros problème. Mais Phil, là où l'intro du match, on va dire, ça c'est quand même une petite responsabilité de le Pep Talk, Pep Guardiola. Là où je dirais que la fin de match, alors dites-moi si je me trompe, mais là on est plus c'est plus je sais pas, du mental, non oui. Là, Guardiola a moins d'emprise, on va dire, sur une fin de match. C'est du mental, mais aussi... On le répète, l'âge des joueurs, ils ont l'air carbonisés. Enfin, contre le Real, c'était criant, quoi. Il y avait des jeunes et une équipe en face. Ok, il y a des erreurs individuelles. Il y en a beaucoup du côté de City. Ouais. Mais on dit toujours, dans un vestiaire, qu'est-ce qu'on se dit? Attention au début de match, on n'encaisse pas trop tôt. Une équipe comme City, ils encaissent et en fin de match, c'est quoi, les gars? On a une avance, on ne perd pas tout, on reste sous derrière, ils n'y arrivent plus. Parce qu'il faut, pour jouer le foot de Guardiola, il faut de la fraîcheur, qu'elle soit mentale ou physique. Il faut tout le temps être disponible, puisque c'est tout le temps des transmissions du jeu en triangle. Il faut tout le temps être sur la pointe des pieds. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a la moitié de l'équipe qui ne sait plus jouer sur la pointe des pieds, être vif et de le premier au ballon. Voilà. Christian, il y a 15 jours, lors de la déroute face à Arsenal, c'est quand même 4 buts encaissés après la 56e minute. Oui, et pourtant, ils reviennent bien dans le match, puisqu'ils égalisent dans ce match quand même qui était tendu avec pas mal d'occasions. Et puis là, on espère une gestion, on espère de pouvoir maîtriser le ballon et priver l'adversaire du ballon. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque à nouveau, c'est une mauvaise sortie de balle avec une mauvaise passe de Foden. Et là, il y a une interception de
de parties qui directement, voilà, sa force est de tirer de loin et de marquer. Et puis après, ça s'enchaîne. Et on voit cette équipe en fait complètement amorphe, qui ne parvient pas à reprendre la possession du ballon, à la maîtriser comme il savait le faire dans le temps, parce que dans le temps, il y a la saison passée ou les autres saisons, il parvenait à mettre le pied sur le ballon et à priver l'adversaire du ballon. Et ici, c'est pas le cas. Ils prennent des transitions rapides, l'adversaire rentre facilement dans le rectangle. Voilà, cette équipe souffre pour le moment et comme dit Guardiola, pour le moment, je ne trouve pas la solution. Et les joueurs ne l'aident pas non plus dans cette match. Mais il n'y a pas de solution. Les joueurs ont abandonné. Et je rappelle quand même, ça fait 2 ans d'enquête maintenant. On va, j'espère, arriver tout doucement à un résultat dans cette enquête. Et moi, ils vont avoir une perte de points. Ils ne seront pas européens. Et je vous annonce déjà qu'au mercato prochain, Haaland, il part avec un transfert faramineux. Mais ce n'était pas là où je voulais en venir. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été voir sur WhoScored.com qui donne des statistiques, des notes à chaque match, etc. Et j'étais surpris de voir Doku, qui est le 2 joueurs, selon eux, donc c'est quand même assez neutre, je pense, WhoScored. Et il donnait une note moyenne, Doku, comme étant le 2e joueur, le meilleur cette saison en championnat. C'est Haaland évidemment qui est devant parce qu'il a eu 6 fois homme du match. Doku était 2 fois homme du match. Donc voilà, c'était le petit côté belge. Ok, mais bon, pour en revenir vraiment au jeu, au niveau des débuts de match et au niveau des fins de match, c'est compliqué, donc il faut vraiment qu'entre les deux, cette équipe de City soit extraordinaire. Bon, le week-end prochain, c'est donc Newcastle qui rend visite à City, les Magpies qui sont à égalité de points donc avec les Citizens. Il y a eu récemment 2 qualifications en coupe, qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue, qualification contre Arsenal et qualification aussi en FA Cup. Mais Christian, pour le reste, c'est quand même extrêmement difficile d'y voir clair avec cette équipe de Newcastle parce qu'on a l'impression qu'elle alterne les bonnes périodes et les très mauvaises périodes. Une saison, ils ne marquent pas beaucoup de buts et ils sont la meilleure défense du championnat avec Manchester City. La saison d'après, ils encaissent le double des buts, mais ils marquent un peu plus. La 3e saison, ils ont des périodes. Regardez, j'ai essayé de diviser en 4 périodes vraiment bien marquantes. Ils ont une période avec 5 matchs, ils prennent 2 points et dépendant d'Isaac, seulement 2 buts. Puis, la période suivante, 4 matchs, 2 points de nouveau sur 12, 2 buts pour Isaac. Et puis, depuis la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier, ils enchaînent 6 matchs, dont 5 clean sheets, avec 18 points sur 18 et 9 buts marqués pour Isaac. Et puis, on recommence maintenant une nouvelle période avec 3 points sur 9 et avec Isaac seulement avec 2 buts. Donc, en fait, finalement, on l'a souvent évoqué dans le Pays Club. En fait, on ne sait pas s'ils savent aussi en fait, dans le travail. En fait, je pense que c'est des circonstances favorables ou défavorables qui se mettent ensemble. Et des fois, ça fonctionne à merveille. C'est du 100% avec des clean sheets. Et puis, ça va dans tous les sens. Ils encaissent des buts. Ils sont nulle part et ils enchaînent des mauvaises performances. Donc, c'est très compliqué. Alors, moi, je rejoins Lafrette aussi sur ses propos par rapport au divertissement. C'est très bien pour le divertissement parce qu'on ne sait pas. Et donc, on ne s'attend pas toujours au scénario et on est surpris. Mais là, je pense d'un point de vue compétition, ce ne sont pas des bonnes performances. Et une équipe donc, qui dépend beaucoup et peut-être un peu trop d'Isaac. Notamment dans le trafic aérien, c'est sa force. 17 buts au total. Oui, c'est ça. Il a marqué 4 buts de la tête, donc c'est un des super joueurs de la tête avec Chris Wood, comme on l'a vu, et avec Watkins. Ils sont dépendants de ses performances, de son placement, de son envie. Et voilà, sinon, derrière, ça ne suit pas. Demain, vous avez une enveloppe pour votre club. Vous achetez Chris Wood ou Isaac ? Moi, la question, elle est vite répondue. Mais il y a 10 ans de moins, effectivement. Oui, mais même intrinsèquement, par le talent... ils ont Isaac tous 17 buts. Non, pour moi, Isaac est fantastique, Isaac. Oui, bien sûr. Mais à numéro 9, on ne lui demande pas d'avoir du talent, on lui demande de la mettre au fond. Et on se rend compte qu'il y a pas mal d'équipes avec un vrai numéro 9 qui peuvent performer. Imaginez Arsenal. Aujourd'hui, Arsenal. Est-ce qu'on n'en a pas parlé à un moment ? Non, ils n'ont même plus d'attaquants parce qu'Havertz s'est blessé. Bien. C'est pour ça que je... Et il y a Mateta qui habite à 3 km du stade. Je dis ça, c'est rien. Bientôt, il loge dans le stade. Ouais. Allez, on parle de l'aspect défensif de Newcastle. Christian, les Magpies encaissent à nouveau beaucoup, trop en tout cas, alors que pendant toute une période, cette équipe était très très stable au niveau défensif.
Oui, c'était vraiment très étonnant parce qu'ils avaient retrouvé en fait cette efficacité défensive d'il y a 3 saisons où ils avaient seulement encaissé 1 but en 6 matchs. Et puis là, voilà, sur les 3 matchs, voilà, il y a de nouveau dès qu'il y a un peu la confiance, il faut commencer à construire de derrière. Et voilà, ils ont encaissé 3 fois sur reconversion rapide avec des mauvaises sorties de balles, dont 2 contre Bournemouth avec l'effet Kluivert. Et puis, il y aura aussi ce but contre Fulham après, de la même manière, où il y a une transition rapide. Donc, cette équipe, à la fois, est parfois extraordinairement bien organisée, puis des fois, ça ressemble à une charnière centrale avec Burn et Scar. On se dit, mais c'est quoi cette charnière centrale pour la Première Ligue? Et puis, voilà, après, on encaisse et on ne parvient pas à se repositionner assez rapidement pour pouvoir bloquer cette transition rapide. C'est très, très bizarre. Très, très, très bizarre. C'est friable quand même. Hein, c'est drôle et c'est génial les chiffres que nous montre Christian parce qu'on se dit parfois qu'en Première Ligue, les clubs vont chercher des coachs pour les moindres détails. Je vous rappelle qu'il y a un club, c'était Liverpool, qui avait un spécialiste de rentrée en touche, je pense. Et puis on voit les chiffres que Christian nous a montrés où en fait il y a un club comme Newcastle où il y a une période où ça va, une période c'est catastrophique, une période où c'est magnifique. C'est étonnant. Vous êtes très vindicatif aujourd'hui. Hein? Non, j'observe. Ok, allez, en résumé tout cela, on aura 2 équipes qui ont besoin de points, ça c'est sûr, et 2 équipes aussi très instables samedi dans ce match-là, sera intéressant. Intéressante aussi notre 2e affiche qui va opposer Tottenham à Manchester United, et là aussi, je crois qu'on peut parler d'instabilité. Let's go. To measure across towards Richarlison. And what a strike it is! Les Spurs se face aux Red Devils ce dimanche à 17h30. Tottenham 14e contre Manchester United 13e. Fred, ce sont les 2 grands malades cette saison en Première Ligue. Hein. Oui, et on ne voit rien qui pourrait dire qu'ils vont guérir. Quoi. C'est de pire en pire, j'ai envie de dire, d'un côté comme de l'autre. C'est très, 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 très bizarre. Bon, à mon avis, il y a beaucoup plus de problèmes du côté de Manchester United, parce que là, c'est aussi bien le sportif que le financier. On sait qu'ils ont 300 millions de livres de dette en 2 ans, ou 3 ans. Et on essaye tout et on n'y arrive toujours pas. Quoi. Donc ce club est complètement à la dérive. Et enfin, vous savez, les 300 licenciements, enfin, il y a des trucs complètement ahurissants qui se passent dans le club depuis de très nombreuses années. Et c'est une grande leçon parce qu'on se dit que le nouveau petit prince du coaching arrive, tout va aller mieux. Et rien, c'est même pire qu'avant. C'est vraiment le match week-end que je suis impatient de regarder, pour tout vous dire, parce que je sais pas. On ne sait pas, le scénario est totalement improbable. Ouais, complètement. Même si les 2 derniers matchs, Tottenham en a mis 7 à Manchester, donc apparemment ils le réussissent plutôt bien. Maintenant, chaque match a sa vérité. On se souvient qu'en coupe, le 4-3 là, en Coupe de la Ligue, c'est ça hein, entre les 2 équipes, le 0-3 à l'aller. Donc Tottenham, apparemment... Tottenham, c'est une équipe qui peut vous punir très, très, très fort. Quoi. Et si, comme en face, il n'y a pas le répondant offensif chez l'adversaire, Tottenham gagnera toujours. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on va vous proposer une petite infographie qu'on a utilisée, ou qu'on a proposée, que Christian nous a proposée il y a quelques semaines, concernant un Tottenham que l'on qualifiait d'explosif, parce que Tottenham empilait les buts et alignait des victoires avec 3, 4, voire 5 buts marqués. Il n'y a pas si longtemps. Ce qui me surprend le plus, finalement, c'est la photo. C'est que Postecoglou soit encore là. Et tant mieux, hein, je n'ai rien contre Postecoglou. Mais avec 6 vient de traverser, ça fait quoi 2 mois et demi, là où les résultats sont incroyables. Qu'il soit encore là, c'est presque beau de la part de Tottenham de lui faire confiance. Et demain, avant le match, pendant le match et après le match, il y aura des manifestations. Ouais. Et la cible, ce sera Lévy, ce ne sera pas Postecoglou. Oui. Les supporters en ont plus sur le directeur général du club que sur leur entraîneur. Le club il y a une offre qatari apparemment pour le club, et c'est toujours la même dame, hein, Stavli, là, Amanda Stavli, c'est elle qui avait amené l'Arabie Saoudite à Newcastle, c'est elle qui avait amené Abu Dhabi du côté de Man City. Maintenant, c'est le Qatar. Donc, je crois que la Première Ligue peut la remercier parce qu'elle ramène pas mal d'argent dans le pot. Christian, il y a quelques temps, depuis des semaines, cette percussion offensive n'existe plus, en fait, du côté de Tottenham. C'est un Tottenham qui était excellent et qui s'est éteint. C'est ce que vous nous dites, en fait.
Oui, donc avec l'infographie, avec l'aspect explosif, c'était des victoires, mais des victoires probantes avec 3, 4, 5 buts à chaque fois. Et puis ça s'est éteint à partir du 15 février. Et on a juste enchaîné en fait avec une victoire à Brentford. Mais regardez, c'est que progressivement, même s'il avait la rhétorique de toujours dire le football offensif, moi je n'ai lu que des livres sur le football offensif et on ne fera que du football offensif tant que je suis là. Mais ça s'éteint progressivement parce que si on voit les derniers résultats en 2 semaines, eh bien on voit en fait qu'il n'y a pas beaucoup de buts qui sont marqués et il continue toujours à encaisser de la même manière. Alors, à part la victoire à Brentford, qui est un peu surprenante, mais qui était bien, parce que Brentford est une équipe qui est très forte à domicile. Et voilà, ils enchaînent les matchs maintenant où ils encaissent. Et bon, voilà, il a eu quand même quelques renforts. Ça continue et la dynamique n'est toujours pas bonne. Il ne parvient pas à la casser et à retrouver cette dynamique de marquer des buts. Et donc, si une équipe de Postecoglou commence à ne pas savoir marquer, ça, alors, je pense que c'est un mauvais signe et je pense que peut-être qu'à un certain moment, il faudra peut-être penser à trouver une autre solution que de toujours subir et de dire que ça ira mieux la semaine prochaine. Oui, parce que Fred, si Tottenham encaisse 5 buts après 20 minutes face à Tottenham, il n'y a rien à dire. Face à Tottenham ? Face à Villa, pardon. Oui, non, c'était... C'était du grand... Enfin, comment t'expliquer ? C'était un peu l'anarchie, quoi. Évidemment... Il y a énormément de blessés, oui. Oui, à chaque fois, le gardien qui se trouve complètement... Bon, dans le DO, on avait analysé comment vient ce premier but. Il y a des erreurs dans toutes les zones du terrain, alors que les intentions sont bonnes. Donc, ça veut dire que le mal est profond et il y a trop de joueurs indispensables blessés en même temps. Mais ce n'est pas le seul problème, bien sûr. Mais c'est comme City... C'est contagieux. Quand votre football vous échappe, vos coéquipiers, vous n'avez plus confiance en vos coéquipiers, bien, c'est tout le niveau de l'équipe. C'est comme un mur qui tombe. Quoi, voilà. Et City et Tottenham, c'est un peu le même problème. C'est qu'on cherche les certitudes, les évidences, les cohérences, et on ne les trouve plus. Un petit mot quand même sur Mathys Tel, prêté par le Bayern, qui a marqué face à Aston Villa. Moi, ça m'a fort surpris, parce que là, il se met dans un club... il ne s'est pas facilité la tâche. Hein. Il aurait pu arriver dans un autre contexte. Tout le monde le voulait en plus. Exactement. Donc, bon, très surprenant, mais quelle belle acquisition pour ce club qui, ne l'oublions pas, là aussi, je vais peut-être me répéter, Philippe, désolé, mais attention, hein, Tottenham, il dépense chaque été 65-70 millions sur un gros coup. Donc, c'est en plus un club qui dépense. Mais alors, ils vont toujours vous acheter des joueurs offensifs et pas toujours des joueurs peut-être aux positions où vraiment ils ont un souci, quoi. Et les supporters reprochent à Lévy de ne pas dépenser assez. T'imagines ? Et Tel, il paraît que ce qui a fait la différence, il avait tous les grands clubs qui le voulaient, c'est un coup de fil de Postecoglou. Comme quoi, parfois. On se réjouit de voir, parce que là, il a été malmené quand même. Oui. À l'image du collectif, le pauvre, il arrive, c'est pas lui qui va tout changer. Mais au moins, vous avez vu le toucher de balle pour son but, c'est magnifique. Magnifique, absolument. Bon, malgré tout ce qu'on vient de dire, Christian, il faut quand même souligner aussi que Tottenham a encore la 3e attaque de Première Ligue, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il n'y a que Liverpool et Arsenal qui ont marqué plus. Oui, il n'y a qu'un but de différence entre l'attaque d'Arsenal et celle de Tottenham, donc c'est à l'image de son entraîneur. Alors regardez, j'ai mis le bilan offensif sous la catégorie tactique avec les différentes manières. Et donc, il y a une voire deux où ils sont vraiment au-dessus des autres dans cette catégorie, c'est la transition rapide. Ça, il n'y a rien, on n'invente rien en disant ça. Sauf qu'en 2025, il n'y a pas eu un but qui a été marqué sur transition rapide. Donc, même dans la conception qui est prôné par l'entraîneur et qui est probablement travaillé à l'entraînement, il n'y a pas de but marqué sur transition rapide. Les buts qui ont été marqués, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire du dominant placé avec des centres, comme ici ce magnifique centre de près de Porro et la reprise de Richarlison qui va probablement faire du bien aussi avec son retour, puisqu'il a déjà marqué 2 fois, et aussi les phases arrêtées avec les corners, puisque avec Arsenal, c'est une des équipes les plus performants dans ce domaine-là. Mais la transition rapide est oubliée. Et ça, c'est bizarre parce que quand en plus, défensivement, on n'est pas performant et que notre force première ne fonctionne plus, je ne sais pas où la dégringolade va s'arrêter. On va la regarder, hein, la seule phase le dernier but sur transition rapide, Chris, puisque vous en parlez.
Ben oui, c'était justement contre Liverpool dans la défaite 3-6 avec cette perte de balle dans l'axe de Maddison. Voilà, ils ont profité, comme ils faisaient souvent avant, de cette mauvaise sortie de balle légendaire maintenant qu'on voit dans tous les clubs et dans toutes les ligues du monde, avec ce tir voilà, enroulé. C'était le dernier but, c'était le 22 décembre 2024. Donc, c'est pratiquement 2 mois sans but sur transition rapide, qui est la force absolue de Tottenham. Bon, Tottenham, seul objectif désormais, l'Europa League. Ça va être compliqué quand même d'aller la chercher. Dommage parce que je trouve qu'en jeu, en qualité de jeu proposé, alors on a vu les chiffres de Christian dans les buts sur du jeu posé, c'est vraiment, Fred, c'est agréable à commenter quand Tottenham tourne bien. Moi j'adore. Pareil. Pour moi, Postecoglou peut rester 20 ans parce qu'on s'amuse bien quand tu es neutre. C'est génial. Tu vois tellement des trucs ahurissants, des trucs géniaux. Tout ce qui fait l'essence même du football et du sport, c'est les émotions. Donc cette équipe procure des émotions. Vous savez qu'ils ont inscrit 20 buts de plus que Manchester United. Et ils ont 2 points de moins, je crois. Tout est dit. Et surtout, quand ils marquent, ce sont souvent de très beaux buts. Parce qu'il y a des très bons joueurs. Donc c'est vraiment regrettable en fait que cette équipe en soit là. Il suffirait que 4-5 des tauliers reviennent de blessures. Ça pourrait faire une équipe intéressante en Europa League. En Première Ligue, c'est quand même beaucoup plus compliqué que l'Europa League. Ils vont faire perdre encore des points à des grands clubs, à ceux qui cherchent le top 4, là, mais c'est un peu le thème de l'émission, c'est la constance, la loi des séries. Et bon, effectivement, est-ce que Tottenham, en fin de saison, est capable de faire 10 victoires consécutives? J'ai un doute. Christian, vous vouliez intervenir? Oui, mais ça confirme évidemment ce qu'on répète depuis plusieurs semaines, c'est la différence entre le divertissement et la compétition. C'est que dans la compétition, quand on gagne 1-0 ou qu'on gagne 5-0, on a le même nombre de points. Donc, c'est très bien d'être la meilleure attaque, mais ça ne donne pas plus de points. Effectivement. Bon, Manchester United, on en a déjà parlé, c'est extrêmement compliqué. Là, c'est moins gai de commenter, hein. Franchement. Oui. Si, parce que c'est tellement ahurissant. Ouais, non, c'est vrai qu'on est triste de voir un club triste, pareil. C'est ça. On sent en devenir triste. Et des joueurs pareils devenir aussi insignifiants alors que ce sont des magnifiques joueurs. Une qualification face à Leicester 2-1, mais avec un but hors jeu mais ils sont toujours là. Tout le monde a vu, mais comme vous le dites, ils sont toujours là. Alors, Old Trafford, en principe, c'est quand même une forteresse. Ça doit être une forteresse imprenable. Il y a quelques fuites, hein, vous êtes au courant. Il y a quelques fuites. Il pleut. Il y a quelques fuites, effectivement. Bon, c'est pas le cas. Hein, la forteresse, 2 petites victoires. On va le voir avec l'infographie. 2 petites victoires seulement en 9 matchs à domicile contre les équipes mieux classées. Ça, c'est dramatiquement pauvre. Ben, ils jouent en déplacement ce week-end, donc c'est bien pour eux. Ils jouent même en déplacement chez eux, manifestement. Non, c'est ça qui est ahurissant. C'est à domicile. Normalement, avec ce public, c'est tout le temps plein. Hein, donc c'est 75 000. C'est ça qui est ahurissant. Franchement, quand on a connu, bon, on va pas vivre avec le passé, mais ça fait quand même plusieurs années que cette équipe est en déclin. C'est terrible, 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 parce qu'il n'y a même plus ce truc là où, vous savez, le minimum, vous jouez chez vous pour 75 000 personnes. Et là, on ne le retrouve pas. C'est des âmes perdues sur une pelouse. 0-2 face à Crystal Palace avec 2 buts de Mateta. Mais je me souviens, j'avais fait Manu, je ne sais même plus contre qui, à domicile, résultat négatif. Bruno a fait un résultat négatif, puis Fred a fait un résultat négatif. Et à chaque fois, c'était la même chose. C'est que l'équipe ne jouait pas. À la limite, qu'elle joue et qu'elle perde. Bon, ben, c'est dommage. Mais de voir une équipe de Manchester United qui ne joue même pas, et finalement, pour quand même être battue, franchement... Ce qui est inquiétant, c'est que ça ne marchait pas avec Ten Hag, ça ne marche pas avec Amorim. C'est pire, non, c'est pire. Il prendrait... Oui, parce qu'il y a des... Excuse-moi. Avec Ten Hag, c'est peut-être un problème de tactique, je ne sais pas quoi. Mais ici, on voit les hommes. On voit les hommes qui se... Bruno Fernandes, qui est irréprochable au niveau de la mentalité. Dans le football d'Amorim, on ne sait pas. Ils ont viré la dame là, qui s'occupait de... qui était adorée par les joueurs. C'est 30 ans qu'elle était là. Ineos, là. Ils avaient dit on vire 250, maintenant c'est 300. Et ils ont viré une dame qui était là depuis 30 ans, qui était le symbole du club, et que tous les joueurs adoraient. Elle faisait un peu le tampon entre l'entraîneur et les joueurs. Ils ont viré... Et apparemment, c'est à ce niveau-là que je dis que c'est pas que sportif, il y a de la grogne dans le vestiaire. Enfin, c'est à tous les étages que ce club est en train de pas mourir, heureusement, parce qu'il reviendra au sommet. Bah oui, il rebondira. Ouais. Mais espérons qu'il rebondisse plutôt vite. Et j'ai vraiment parfois l'impression, vous prendriez 11 personnes dans le public... Ils font pas aussi mal que Manu. Pas loin.
Il y a peut-être d'anciens joueurs. Hein. Il y a beaucoup d'anciens joueurs. Oui. Même sur Alex, vous le mettez et il gagne. Ok, allez, une petite éclaircie quand même dans la grisaille et la morosité de Manchester United, Christian. Amad Diallo, c'est 6 buts et 6 assists. Oui, 8 buts marqués depuis le 15 décembre pour cette équipe. Et voilà, en majorité pour Diallo. Et puis il y a Lisandro Martinez qui est malheureusement blessé, qui en a marqué 2. Et il y en a un pour Bruno Fernandes. Et pour le reste, eh bien, c'est le néant. Donc, les joueurs ne font pas leur part du travail, en fait. Et voilà, il y a probablement quelque chose plus profond, comme vous l'expliquez sur le plateau. Et il faut, en fait, tout le travail offensif est basé sur Amad Diallo aujourd'hui, ou repose sur Amad Diallo aujourd'hui. Pour un club, oui, c'est possible. Dans un club comme Crystal Palace, avec Mateta ou je ne sais pas, Chris Wood, des équipes qui sont des équipes de milieu de classement ou de bas de classement, et qu'il y a un joueur qui est très important. Mais dans une équipe comme Manchester United, le danger doit venir de partout. Alors c'est bien pour lui, mais ce n'est pas assez pour le collectif. Dernier but marqué par Manchester United en Premier League. But marqué par qui? Lisandro Martinez, défenseur qui en plus s'est gravement blessé au genou, ce qui ne va pas arranger les affaires de United. Encore un dernier mot à propos de United, Christian. Au niveau défensif, la zone la plus problématique, et c'est pas neuf, hein, c'est le petit rectangle. Oui. Ça, en plus, on ajoute les problèmes offensifs, on ajoute un problème défensif majeur, c'est que c'est l'équipe qui encaisse le plus dans le petit rectangle. 16 buts encaissés. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de corners là-dedans, mais là aussi, regardez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient suite à un centre dans le petit rectangle, eh bien, Onana est incapable d'intervenir parce qu'il est très très fort sur sa ligne, mais il n'est pas du tout dans ses sorties et il ne parvient pas à s'imposer dans cette zone qui est à lui, en fait. Et donc, chaque fois, il est pris en défaut. Et cette équipe l'a été déjà 16 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. 16 buts encaissés dans le petit rectangle pour une équipe comme Manchester United. Je pense qu'il y a... Voilà, regardez, je pense que Onana, heureusement qu'il y a une ligne. Sinon, je pense qu'il reculerait derrière la ligne. Parce qu'il n'est jamais dans l'anticipation. Il ne coupe jamais les trajectoires, comme Bruno nous l'explique souvent. Voilà, c'est un mal supplémentaire. Pas toujours servi non plus par ses défenseurs hein, dans le petit rectangle. On a souvent vu des buts où les défenseurs sont complètement en décalage par rapport aux attaquants. Il y a la problématique Onana, mais les défenseurs aussi. Hein. Mais c'est pas un club où je pense on peut pointer un joueur du doigt. C'est vraiment collectif. Alors bien sûr, Onana n'est pas le meilleur en ce moment, mais ce n'est évidemment pas lui le problème. C'est un problème On est collectif. d'accord. Rencontre donc dimanche entre deux équipes qui vivent une saison absolument pourrie. Point d'interrogation vraiment sur le scénario de cette rencontre. On verra ce que cela va donner, ce sera intéressant. Évidemment, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va rappeler à tout le monde le programme de toutes ces rencontres de la 25e journée. On commencera samedi avec Leicester Arsenal. Goals of the Day, on l'a dit, avec Manchester City face à Newcastle. Crystal Palace Everton, je pense que ce sera absolument. Vous. Mais on a beaucoup parlé de Mateta, hein, on aura l'occasion de le voir. Et on a beaucoup parlé aussi d'Everton, hein, absolument. Suite au match d'hier. Liverpool, Wolverhampton et puis Tottenham, Manchester United avec vous? Non. Ah, ok. Non, moi je fais le premier du week-end là. Ok, voilà. Comme ça, vous avez pris connaissance de tous les matchs de Premier League sur nos antennes. On rappelle l'application Discord avec Christian, la possibilité pour tous nos abonnés de se connecter avec vous et votre base de données Vision du jeu. Oui, je serai sur le match avec Bruno et Jean-François sur le match des malades entre... Match des malades. D'ailleurs, Bruno est pour le moment incertain pour le match. Pour l'instant, effectivement, Bruno est incertain. On espère qu'il sera avec nous dimanche. Et puis les réseaux sociaux, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur X, Facebook, Instagram, si ce n'est encore le cas. Voilà, c'est terminé. Merci Fred, merci Julien, merci Christian et merci à vous de votre fidélité. Passez une belle fin de semaine, un bon week-end. À très bientôt. Bye bye. Bruno Fernandes looking for Ronaldo! It's a goal.
Well, on a day when United need a big result, one of the big hitters delivers. Manchester United with their noses in front. It is that man again. Nani, long way out. Oh, didn't phase him though. That's just what Manchester United needed. The new boy from Portugal has scored a wonder goal. It's a chance for Asuekoto, looking for Crouch on the far side there. Defoe! What a start! Electrifying from Jermaine Defoe and Tottenham. And there's Defoe doing what he does best. Brilliant overhead kick. Sandro. Away from Cleverley. Sandro! Oh, what a goal! That is brilliant! That is brilliant! Wow. A bolt of lightning from Sandro. And Tottenham are ahead again. Beckham. It's a brilliant goal. David Beckham adds another to his portfolio of magnificent strikes this season. Here's Stephen Carr. Carr with a really wonderful strike. That was magnificent. It's only the third goal of Stephen Carr's Tottenham career. Wow. Wowee.